Eh bien, rebonjour à tous, après ce très bon repas. Donc maintenant, nous allons avoir excusez-moi, une présentation d'Éric Lorette de l'UMN concernant l'introduction du désordre dans le design des métasurfaces. Donc Éric est professeur à l'Université de Lille, responsable à l'UMN du groupe Dôme, si je ne me trompe pas. Ouais, ça s'appelle C'est- Sublambda maintenant. Ah, pardon. Ses activités de recherche concernent l'étude des propriétés de la propagation des ondes électromagnétiques dans les structures subgrandes ondes, apériodiques et désordonnées. Et au passage, et c'est pas la moindre des choses, il est aussi directeur du GDR Ondes. Merci. Merci pour cette introduction. Je voulais remercier mes collègues du GDR de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour féliciter les collègues du GT4 pour l'organisation de cette journée et aussi le CNES, et un grand merci à Vincent de nous accueillir ici dans des conditions qui sont quand même assez rares en plein centre de Paris. Quand Aurélien m'a proposé de présenter aujourd'hui, j'ai dit mais tu sais, moi j'ai pas beaucoup de choses à raconter sur les structures reconfigurables. Il m'a dit c'est pas grave, tu viens, ok. Donc je vais présenter quelque chose de complètement différent. J'espère que ça vous fera au moins une petite récréation par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et tous les travaux qui sont très très aboutis. Alors c'est un travail qui s'est fait au fil de plusieurs années avec différentes collaborations au niveau de l'UMN, au niveau de l'université et aussi dans d'autres laboratoires. Ces travaux ont été financés en partie par la DGA et par deux ANR, donc l'ANR Random et l'ANR Mésange. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de l'utilisation du désordre et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut utiliser le désordre pour certaines applications dans le domaine des micro-ondes et dans le domaine des ondes électromagnétiques de manière plus large. Et j'aurai une deuxième partie sur les métasurfaces à codage de phase, où on va retrouver aussi du désordre. Et je parlerai aussi un peu de contrôle de faisceau à 60 Go, donc c'est là où il y aura un petit peu d'accordabilité. Alors, l'idée de départ du désordre, ça a été on a travaillé pendant quelques années sur les absorbants pour les ondes électromagnétiques dans différents domaines de fréquences. Donc, on s'appuie sur des métasurfaces assez basiques qui sont bien connues maintenant dans la communauté. Ce sont des métasurfaces qui sont organisées suivant un empilement de métal, de diélectrique et de métal avec des motifs qui forment des résonateurs. Lorsque ces motifs sont disposés de façon périodique et qu'on a une excitation sous forme d'incidence normale par exemple, ces motifs vont résonner en phase. On a l'image du champ magnétique en bas à gauche. Et on se rend compte que si on introduit du désordre, on va distribuer ces résonances avec des orientations du vecteur champ magnétique et avec des cartographies qui vont être très différentes et qui vont avoir tendance à évoluer en fonction de la fréquence, en fonction de la phase. Donc c'est ce qu'on a essayé de regarder d'un peu plus près. Alors les premières études qui ont été faites, c'est ce qui est présenté à gauche. Donc c'était des petits cubes de BST qui avaient servi dans notre équipe pour une autre étude. Et on s'est inspiré d'une publication qui avait été faite en optique, un article d'Antoine Moreau, qui avait disposé des structures colloïdales, je pense que c'était de l'or sur une surface, et qui avait observé justement des effets de relativement large bande, même si ce n'était pas trop commenté dans l'article parce que ce n'était pas le but. Néanmoins, on s'est inspiré de ça pour les micro-ondes. Donc on est parti de cubes de BST qui sont ici utilisés pour les propriétés diélectriques. Donc ce sont des petits résonateurs. On va avoir une résonance de Mi, donc résonance par un courant de déplacement. Et lorsque ces cubes sont disposés de manière périodique sur une surface, on a une réponse à une fréquence très précise. Je pense que c'était autour de 10 gigas. Et si on introduit du désordre, on a tendance à élargir la bande d'absorption avec éventuellement une baisse du niveau, mais qu'on peut compenser en ajoutant des résonateurs. Donc cette étude, en fait, on ne l'a pas trop poursuivie parce que
Les cubes de BST étaient produits de manière volumique, avec un dopage volumique. Donc quand on les découpe en petits morceaux, déjà on a des grandes irrégularités dans les tailles, et on a aussi des disparités dans les niveaux de dopage qui se traduit par des grandes disparités de permittivité. Donc si on veut étudier l'influence du désordre, en fait on étudie, enfin on est aussi confronté à des disparités sur les éléments. Donc l'idée c'était de regarder un désordre de position. Donc on s'est tourné vers des dispositifs industriels. Donc c'est pas des diodes MACOM, hein, c'est des petites rondelles qu'on peut trouver dans les grandes enseignes de bricolage, rayons de quincaillerie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rondelles de différentes tailles, donc en fait on peut couvrir les spectres assez importants dans le domaine des micro-ondes. Donc ici ce sont des rondelles qui font 9 mm de diamètre et qui sont disposées sur un substrat FR4 standard, hein, donc 0,8 mm à peu près, et qui sont fermés, qui est recouvert en face arrière par un plan de masse. Donc on a la contribution d'une boucle de... Enfin, on va avoir la boucle de courant magnétique avec la contribution du courant de déplacement et du courant de conduction dans les structures métalliques. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc on a en bas à droite la réponse des structures lorsqu'on augmente le nombre de résonateurs, et on voit qu'on a tendance à observer un élargissement de bande. Alors il y a un terme qui est un peu abusif sur cette planche, j'ai parlé d'absorbance ici. En réalité, c'est plutôt l'extinction du faisceau incident. C'est-à-dire que quand on a des gros regroupements de résonateurs ici, l'onde incidente est redistribuée aussi dans différentes directions. Donc ce qui fait qu'on ne récupère rien dans l'antenne par rapport à une polarisation donnée. Mais c'est un peu abusif de parler d'absorption dans ce cas de figure. Alors, cette étude, pour l'instant, on avait constaté un effet d'élargissement de bande, hein, qu'on peut voir ici. Donc c'était quelque chose qui était assez descriptif. On a essayé de comprendre un peu ce qui se passait, d'aller un peu plus loin. Donc j'ai contacté des collègues d'un laboratoire de maths, et qui m'ont dit qu'on faisait un petit peu n'importe quoi, et que les distributions aléatoires, c'était du n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Et donc, il fallait essayer d'établir des liens entre les propriétés des distributions géométriques et les propriétés électromagnétiques qu'on observait au niveau des réponses. Et donc, le collègue du laboratoire Painlevé m'a dit, les distributions que vous utilisez, ça ressemble à des distributions de poissons. Et on a commencé à travailler donc sur ce type de distribution. Alors les distributions de poissons, c'est ce qui est résumé sur cette planche. Donc il y a deux étapes. Donc la première étape, c'est le tirage du nombre de points. Donc on a une probabilité, le nombre de résonateurs sur une surface donnée, c'est une variable aléatoire. Donc on a la probabilité d'avoir un nombre n qui est égal à l'espérance k. Ça s'exprime sous la forme d'une loi de Poisson, avec un paramètre qui est important, c'est le paramètre lambda, qui est relatif à une densité. Un lambda, c'est Z que multiplie S, la surface. Donc soit on considère le paramètre lambda, soit on considère le paramètre Z, mais la distribution de Poisson est décrite par un seul paramètre. Et ensuite, on procède à une répartition uniforme des points sur la surface. Donc c'est quelque chose qui est très connu et qu'on rencontre dans beaucoup de situations, à commencer par les gouttes de pluie. Hein, ça décrit un petit peu la répartition des gouttes de pluie sur une surface. Et c'est la raison pour laquelle le nombre de points est une variable aléatoire par rapport à un élément de surface. Hein, si pour une densité de pluie, pour une densité pluviométrique donnée, si on regarde ce qui se passe sur une tuile, sur un toit ou sur la tuile à côté, on va peut-être avoir 100 gouttes, 80, 90. En moyenne, on aura l'espérance, mais par unité de surface, le nombre de points n'est pas fixé. Donc ce processus de tirage aléatoire, ça génère des regroupements. Alors les regroupements sont un peu passés à la trappe ici, mais on les retrouve sur la planche suivante. Donc comme on peut le voir ici, on a des regroupements avec 2 résonateurs, 3 résonateurs. Donc c'est ce qu'on a essayé d'étudier, c'est l'influence un petit peu de ces regroupements sur la réponse en extinction d'un faisceau incident. Voilà, c'est coincé.
peux pas tourner à la main. Voilà, merci. Donc, ce qu'on a regardé sur cette étude, alors ici on a compté, alors c'est dommage, là, le nombre de... En fait, on a identifié plusieurs structures géométriques de regroupement de 2 résonateurs, 3 résonateurs, et c'est ce qu'on a essayé de quantifier ici. Alors l'intérêt de travailler avec des distributions de Poisson, c'est que comme on a une loi qui est relativement simple, on peut prédire de manière analytique un certain nombre de paramètres géométriques. Donc on peut prédire par exemple l'écart l'écart moyen entre les résonateurs. On peut prédire pour une densité donnée le nombre de 2 résonateurs, de 3 résonateurs qu'on va avoir sur une surface. Donc ça, c'est donné par des intégrales qu'on appelle les intégrales de Sylviac-Mecke. Et ici, ce qu'on a regardé, c'est en fonction de la densité, comment évoluer, en calculant ces intégrales, comment évoluer le nombre de résonateurs isolés, le nombre de résonateurs de groupement 2, de groupement 3, etc. Et ensuite, ce qu'on a regardé, c'est quel va être l'effet de ces groupements sur l'absorption ou sur l'extinction du faisceau incident. Ce qu'on peut voir ici, donc ça c'est les réponses en fonction de la densité. Donc c'est les réponses sur une distribution donnée. Donc on peut voir que pour des faibles densités ici, on a une réponse qui est assez piquée et qui a tendance à augmenter un petit peu lorsqu'on augmente un peu la densité et qui a tendance à s'éteindre ici pour des densités qui sont assez importantes. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est une évolution qu'on va retrouver ici au niveau de ces répartitions. Et si on regarde ici l'évolution de l'absorption en fonction de la densité, donc le pic d'absorption et l'absorption moyenne, on se rend compte que en gros, on est entre un maximum ici de résonateurs isolés et un maximum de groupements de 2. Et au-delà de ça, on a l'absorption qui s'éteint. Donc on a ici la vérification expérimentale avec la mesure du coefficient de réflexion. Donc l'idée, ça a été de se dire, sur cette étude qui a été faite en micro-ondes, c'est-à-dire entre 8 et 12 GHz en bande X, on se rend compte qu'on a, si on veut augmenter l'absorption par rapport à un réseau périodique d'une période optimale, on a intérêt à augmenter le nombre de résonateurs. Par contre, on n'a pas intérêt à aller trop loin parce que si on a des regroupements, ça va se faire au détriment de l'amplitude d'absorption. Donc c'est la raison pour laquelle on a essayé de se pencher sur d'autres types de distributions. Et on a regardé une distribution dont on parle pas mal en ce moment, ce sont les distributions hyper uniformes. Alors ce sont des distributions qui ont été popularisées dans les articles de Salvatore Torquato, notamment celui-ci, qui résume pas mal de configurations. Et qu'est-ce qui fait la distinction entre une distribution hyper uniforme et une distribution aléatoire, telle que les distributions de Poisson que j'ai représentées? C'est le facteur de structure. Alors le facteur de structure, son expression générale telle qu'elle est définie dans l'article de Salvatore Torquato, c'est un facteur qui dépend du vecteur d'onde et qui est relatif à la transformée de Fourier spatiale de la distribution. Donc pour un réseau périodique, on a un spectre, on a un facteur de structure qui va être discret. Pour une distribution de Poisson, on a un facteur de structure qui est constant égal à 1. Et pour une distribution hyper uniforme, on a une distribution qui est quasi périodique avec toute une partie où le S tend vers 0 pour des cas qui sont faibles. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de désordre corrélé, parce qu'en fait, dans cette structure, on a toujours on peut retrouver la trace d'un réseau périodique. Donc c'est quelque chose qui est très bien expliqué dans cette vidéo de Rémi Carminati que vous retrouvez sur la chaîne YouTube du GDR Onde. Et donc, comment on s'y prend pour générer une répartition hyper uniforme? On part d'un réseau périodique et on applique un écart type sur X et sur Y. On va déplacer les points de manière plus ou moins importante par rapport à un point central. Donc on a essayé de regarder un petit peu ce que ça donnait pour des différentes densités et de comparer ce que ça pouvait donner par rapport à une distribution de Poisson. Alors ici, vous voyez que l'échelle de fréquence, on est sur des choses qui sont complètement différentes parce que ça a été fait dans le cadre d'un projet ANR où l'idée c'était de voir la réponse de ces structures en infrarouge autour de la longueur d'onde de 800 nanomètres plus précisément. Donc là, j'ai quand même représenté une échelle en Hertz, je n'ai pas représenté l'échelle en longueur d'onde.
mais c'est pour avoir une idée une comparaison au moins au niveau de l'échelle avec ce que j'ai présenté précédemment. Donc on peut voir que lorsqu'on augmente le sigma, on a tendance à avoir des réponses qui vont être un peu plus chahutées, mais néanmoins, on n'a pas trop intérêt à introduire du désordre sur des structures qui sont ici relativement peu denses. Et pareil pour la distribution de poissons, on a des choses qui sont comparables. Alors j'ai oublié de préciser ici, même si c'est écrit, que pour ces structures, évidemment, on n'est pas en FR4. On a une couche de diélectrique qui est du SiO2 de 20 nanomètres d'épaisseur. On a des plodores qui font 100 nanomètres d'épaisseur et 126 nanomètres de diamètre. Lorsqu'on augmente la densité, on commence à voir l'influence du désordre. Et ici aussi, alors il y a quelques soucis ici, il y a un petit souci numérique sur cette simulation. Et là, on peut voir sur le réseau qu'on arrive à imaginer la structure périodique du réseau pour un sigma qui est faible. Sigma égale 0, ça correspondrait à un réseau rigoureusement périodique. Et ici, on peut voir que le désordre contribue à augmenter non seulement le niveau d'extinction, mais également à élargir la bande d'extinction. Et la distribution de poissons est ici un peu noyée en orange, un peu noyée dans les répartitions hyper uniformes, dans la distribution hyper uniforme. Et ici, on retrouve toujours le réseau un peu périodique. On a tendance à augmenter davantage. Et ici, on voit que la répartition hyper uniforme, qu'on soit avec un sigma 0,1 ou un sigma égal à 0,5, on n'a plus trop d'espace pour bouger les résonateurs, ce qui fait qu'on a des réponses qui sont quasiment superposées. Par contre, la distribution de poissons, dans la mesure où on autorise les recouvrements entre résonateurs, on arrive à maintenir des niveaux d'extinction qui sont assez importants. La différence par rapport à l'étude que j'ai présentée en Brandix, c'est qu'ici on est en optique et que la réponse des matériaux est complètement différente. On a une grande dispersion de l'or sur les fréquences qui sont étudiées ici, et on n'a pas, on est très loin de ce qu'on peut trouver en micron. Donc c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir des recouvrements, c'est pas forcément rédhibitoire ici à ces longueurs d'onde. Et c'est ce qu'on peut voir notamment ici, où là on a un réseau qui est très, très dense. On a une réponse qui est très dégradée par rapport au cas précédent. Ici, au niveau de la distribution de poissons, on a des cavités qui apparaissent, on a des chemins privilégiés. Donc d'un point de vue plasmonique, c'est une situation qui est assez favorable et qui se rapproche de certaines études qui sont publiées, notamment pour augmenter l'absorption dans le domaine photovoltaïque, où on va prendre simplement un plan métallique qu'on va plonger dans une solution d'attaque chimique pour créer une rugosité et qui va piéger localement l'énergie, l'onde électromagnétique dans des cavités ou avec des modes de résonance de placement qui vont contribuer à élargir la bande d'absorption. Donc ici, on est sur des densités qui sont de l'ordre de 71%. Alors ce réseau-là paraît plus dense parce qu'on n'a pas de recouvrement. Ici, on a des recouvrements, donc on a ces chemins un peu particuliers. Donc ces simulations, ces résultats de simulation, on essaie évidemment de les compléter par des validations expérimentales. Donc ça, ce sont les réseaux hyper uniformes qui ont été fabriqués à Lille. Et c'est caractérisé à l'Institut Carnot de Bourgogne par une technique de spectroscopie de champs sombres en transmission. Donc ça fera l'objet de la thèse de Thibaut Deletang qui va être soutenue sous peu. Et ici, on a un premier résultat de caractérisation expérimentale sur des structures qui sont peu denses, autour de 5%, où on retrouve un peu les tendances qui ont été présentées juste avant, avec un effet d'élargissement et un effet de diminution de niveau parce que la densité est faible. Donc la finalité de ce projet, c'est de coupler un signal optique incident avec une onde acoustique de surface et d'étudier un petit peu la localisation dans ces structures et l'échange, le couplage acousto-optique dans ces structures. Alors,
Maintenant, je vais parler de la deuxième partie de la présentation, c'est les métasurfaces à codage de phase. Donc, il y a déjà eu plusieurs présentations qui traitaient de ce sujet ce matin. Donc, on a commencé à s'intéresser à ça il y a quelques années parce que lorsqu'on a travaillé sur les structures MIME, c'était des structures qui sont résonantes. Il nous a semblé intéressant, déjà pour faire de la diffusion multiple ou pour faire du contrôle de faisceau, de pouvoir travailler avec un coefficient de réflexion d'amplitude proche de l'unité et de jouer simplement sur la phase. Donc ça, le concept est assez ancien, la structure échiquier, ça a été publié bien avant qu'on parle de métasurface, mais on s'est inspiré de ces travaux pour essayer de proposer ce que je vais vous présenter ensuite. Donc, d'un point de vue conception, la conception de ces métasurfaces codées en phase, il faut déjà se pencher sur la conception des pixels et sur l'arrangement des pixels. Et c'est dans l'arrangement des pixels qu'on va retrouver ici un petit peu d'aléatoire. Alors la conception des motifs, donc là on a utilisé des motifs qui sont très similaires à ce que j'ai présenté avant. À la différence près, c'est qu'on travaille loin de la résonance, donc ce qui permet d'avoir en amplitude des valeurs de coefficient de réflexion qui sont proches de l'unité. Et là on va travailler sur la phase et on va travailler avec deux diamètres de disques différentes, donc 1 mm et 2,3 mm, de manière à obtenir une différence de phase entre les deux d'environ 180 degrés. Il y a un arrangement particulier ici que je vais commenter ensuite. Donc lorsqu'on fait une structure en échiquier comme celle-ci, on va avoir des zones avec des phases locales de pi et des zones avec des phases locales de 0. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de couplage entre ces zones. Donc c'est un petit peu l'objet de cette étude où on remarque, on compare ici la réponse simulée, donc c'est simulé avec CST Macro F Studio, et la réponse analytique, c'est-à-dire qu'on a pris en compte les valeurs de SER, enfin les expressions de la SER en monostatique et en bistatique, et on a comparé les deux spectres. Et lorsqu'on obtient une bonne correspondance entre les deux spectres, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'on a relativement peu de couplage entre les cellules, entre les pixels 0 et les pixels 1. Donc on se rend compte qu'on a un résultat qui est satisfaisant dès l'instant où on considère des pixels qui sont composés de 5 par 5 cellules unitaires. Donc ça fait déjà des structures qui sont assez complexes, mais qui sont intéressantes si jamais on veut éviter d'avoir du couplage entre les 0 et 1. Alors la démarche d'optimisation qui a été utilisée ici pour réduire la SER sur une bande assez large, entre 26 et 40, c'est un algorithme qui est basé sur la méthode Pattern Search. Donc c'est une méthode qui est intéressante dans la mesure où elle permet de travailler à partir de fonctions de phase qui sont discontinues. Et l'idée, c'est qu'on procède à 2000 tirages, donc on va bouger les 0 et les 1 pour obtenir des structures telles que celle-ci, qui est une structure qui a un arrangement aléatoire, qui ne suit pas une distribution de Poisson ou une distribution hyper uniforme. Ici, c'est vraiment de l'optimisation. Et le critère, c'est une fonction somme, qui est la somme de la valeur moyenne et de l'écart type sur 3 points de fréquence dans la bande, et c'est ce qu'on cherche à minimiser, donc aussi bien pour la SER monostatique que pour la SER bistatique. Et la structure qui est optimisée, qui est présentée ici, c'est une structure de 8 pixels sur 8 pixels et qui présente ici 31 éléments 0 et 33 éléments 1. Donc on a testé plusieurs structures comme ça. Donc ici, à gauche, on a la structure échiquier. Donc le niveau de référence ici, c'est moins 10 dB. Et on a la structure aléatoire optimale. Donc on voit que, on gagne un peu, pas forcément énormément. C'est un peu plus spectaculaire sur la structure, sur la réponse bistatique que sur la réponse monostatique.
On peut voir qu'on a un dip ici qui se situe toujours, quelle que soit la distribution, à 30,2 GHz. Ça correspond à une différence de phase exacte égale à 180 degrés. Hein. Là, on s'écarte un petit peu des 180 degrés. On va avoir tendance à remonter le niveau le niveau de SER. Et ici, on a regardé la réponse pour différents angles d'azimut. Donc, on a des réponses qui sont quasi confondues, ce qui est un petit peu normal puisqu'on a une structure qui est désordonnée. Donc, on ne va pas avoir de direction de privilégiée de réflexion de l'onde incidente. Donc, ici, on a regardé la SER bistatique et on affiche le champ lointain. Donc, pour une structure échiquier, on va retrouver les 4 lobes principaux qui étaient présentés en illustration, en introduction tout à l'heure. Et pour la structure aléatoire optimale, on va avoir une répartition du faisceau incident sur un grand nombre de directions, ce qui permet globalement de minimiser le niveau de réflexion et donc de minimiser la SER. Donc on voit qu'on a ici un plateau qui correspond à cette zone entre 29 et 32 GHz en gros, qui correspond à une différence de phase de 180 plus ou moins 14 degrés. Donc on peut montrer que dans cette zone, en fait, la fonction somme, elle ne bouge pas énormément. Donc c'est pour ça qu'on observe un plateau dans la réponse. Donc on a caractérisé ces structures. Elles ont été caractérisées en espace libre, donc sans chambre anéchoïque. Donc ça veut dire qu'on a procédé à un fenêtrage temporel pour pouvoir obtenir des réponses sans être parasité par les réflexions à l'extérieur du faisceau principal. Et on a les résultats de caractérisation qui sont présentés ici. Donc c'est une caractérisation qui a été faite en monostatique uniquement. Et donc on peut voir un peu, on peut retrouver les prédictions théoriques. Donc 10 dB sur une bande assez large, donc c'est assez intéressant. Ce qui serait plus intéressant, c'est de diminuer ce niveau de SER. Donc on a une piste que je vais évoquer tout à l'heure dans la partie perspective. Alors maintenant, on a, pour la dernière partie de cette présentation, je vais parler de ce sur quoi on a commencé à travailler, c'est-à-dire des métasurfaces pour le contrôle de faisceaux à 60 GHz. Donc ça fait l'objet d'un contrat qui est piloté par Orange, qui est l'ANR Mésange. Donc on travaille en collaboration notamment avec le CEA, avec Antonio qui a fait sa présentation tout à l'heure. Donc ici on a toujours utilisé l'algorithme pattern search pour trouver une structure optimale. L'optimisation a été faite à une seule fréquence ici, c'est 60 GHz. Et dans ces deux exemples, on a visé pour une incidence normale une réflexion à 44 degrés et ici une réflexion à 30 degrés. Donc on a sorti deux structures codées et le codage ici se fait sur 3 états de phase. Donc typiquement 0, 120 ou 240 degrés. Et là on a une idée de la manière dont sont synthétisés les pixels avec des anneaux, donc de petits, de grand diamètre et des structures carrées. Et c'est ces structures qui vont être étudiées dans la suite. Alors on a ici une description plus précise des dimensions. Donc on voit que pour ces dimensions, on arrive à avoir des états de phase qui ne sont pas rigoureusement 0, 120, 240, mais plutôt 0, 124, 250, avec les dimensions qui sont ici. Donc ils ne sont pas trop critiques pour la réalisation. On arrive à réaliser ça avec les techniques de circuit imprimé classiques. Et on retrouve ici les variations de phase, donc qui varient quand même un petit peu entre 55 et 60. Mais on vise ici un résultat autour de 60 GHz. Alors, par rapport à l'étude précédente, j'avais insisté sur la nécessité d'éviter le couplage entre les différents pixels de phase. Alors ici, évidemment, lorsqu'on travaille 3 états de phase, on ne peut pas forcément se permettre de faire des structures un peu méta-méta où on va avoir plusieurs éléments par pixel.
Et en plus, on travaille dans la perspective de pouvoir rendre ces métasurfaces accordables. Donc on va pas mettre une diode MACOM derrière chaque élément d'un pixel. Donc en gros, une cellule ici, c'est un pixel. Mais c'est pas sans poser des problèmes, comme on va le voir dans la suite. Alors ces structures ont été simulées ici, donc c'est une métasurface qui fait à peu près 40 sur 40 000 m². Et donc on a simulé ici avec un angle d'azimut de 0 degré, ce qui veut dire que le champ E est dans la direction horizontale. Donc là en fait on voit l'influence du couplage, puisqu'on a une réflexion à moins 44 degrés, mais on a aussi une partie de réflexion spéculaire qui n'est pas négligeable, et puis on a aussi du plus 44 degrés. Ça a tendance à s'éteindre un petit peu lorsqu'on passe à 45 degrés d'angle d'incidence. Donc ici on a 3,2 dB sur le lobe principal, et ça devient encore plus favorable lorsqu'on passe à 90 degrés. Donc là le champ E est orienté suivant la direction où les pixels ne varient pas, en fait. Donc tout à l'heure on était embêté par le couplage, dans la mesure où ça faisait une différence entre la prédiction analytique et la simulation. Pour la diffusion multiple, c'était pas forcément gênant. Ici, par contre, c'est gênant d'un point de vue fonctionnalité. Alors, comme je disais précédemment, il y a un petit peu d'accordabilité, pas beaucoup, juste en fin d'exposé. Donc, les cellules qui ont été présentées ici sont assez différentes de celles qui sont développées dans la suite. On ne va pas retrouver des structures en anneaux rectangulaires ou carrés. On va retrouver une structure qui est assez proche, bien qu'un peu plus sommaire que celle qui a été présentée par le CEA tout à l'heure. Donc pour faire 3 états de phase, on a deux diodes qui sont classiquement les diodes MACOM. On a utilisé ici le modèle de diode qui a été proposé dans cette thèse au CEA. Et on retrouve ici la réponse en fonction de l'amplitude, où on a un problème ici de divergence qui est lié à la présence des connexions de polarisation, et on retrouve les valeurs de phase. Donc on a simulé la structure avec et sans les connexions, et ici on a une idée de la réponse où on a rentré les paramètres du circuit équivalent. Donc c'est pas du dynamique, pour l'instant ça reste du statique, mais bon voilà, ça donne une idée de ce que ça peut donner avec les diodes MACOM. Voilà, donc en conclusion, j'ai essayé de présenter un petit peu l'intérêt de distribution aléatoire pour l'extinction d'un faisceau, que ce soit en absorption ou en diffusion multiple. J'ai présenté des premiers éléments de comparaison sur les distributions de Poisson hyper uniformes pour l'infrarouge. Au niveau des perspectives de ces travaux, donc, comme vous l'avez compris, sur les métasurfaces accordables, il y a encore un gros travail de caractérisation à faire. Et pour les structures aléatoires, l'idée, notamment en infrarouge, c'est d'étudier le couplage entre les modes optiques et les modes phononiques dans des métasurfaces désordonnées. Voilà, j'étais un peu long, je vous remercie pour votre attention.